Nous sommes de retour pour le dernier plateau de cette feuille de match qui vaut 500 000 euros. Vous la validez dimanche avant 8h55. Pour vous aider, il y a Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Ronny Biral et Jean Bichara, le gardien de la solidarité scolaire. Nous partons en Allemagne et précisément dans la capitale des grosses cylindrées. Effectivement, avec Stuttgart, qui on reçoit le Werder de Brême. On va se dire que voilà, là encore, on a un Stuttgart qui est au milieu du classement, qui sort d'une belle victoire, après avoir une déculottée contre le Bayern, je crois, ou une grosse cylindrée en tout cas du championnat allemand. Mais face au Werder, qui n'est plus le Werder qu'on a connu, nous, je pense que Stuttgart va confirmer à domicile face au Werder. Le Werder avec un avant-centre brésilien un peu enrobé, là, un pied gauche magique, qui marquait pas mal. Ceci étant, les grosses cylindrées dont on fait allusion, me semble-t-il, sont Porsche et Audi. Mercedes. À Stuttgart. Ouais. Bayern, c'est Audi. Bayern. Munich. Oui, Audi, c'est ça. Ouais. Audi, Volkswagen, BM. C'est vrai. Oui, par contre, sur ce match-là, je ne sais pas si ça a beaucoup carburé, parce que c'est vrai que Stuttgart contre Werder de Brême, ça n'a jamais été une affiche très, très prolifique en but. Stuttgart, évidemment, est une équipe qui a du répondant, qui joue chez elle, et Werder de Brême, qui est une équipe qui n'est pas vraiment dans les tops du championnat allemand, de la Bundesliga. Donc, logiquement, Stuttgart devrait l'emporter. Donc, je vais suivre la logique et dire que je mise un copec sur Stuttgart. Ouais, c'est un duel du milieu de tableau de la Bundesliga avec Stuttgart qui était vaincu depuis 4 rencontres. Le Werder a gagné pour la dernière fois, c'était le 2 décembre 2017, donc ça va très très mal pour les Verts. Il faut remonter au 9 décembre 2013 pour trouver trace de la dernière victoire des Verts dans le Bad Württemberg, c'est comme ça qu'on appelle cette région, donc la région de Stuttgart. Et puis le bilan, c'est donc des 109 confrontations entre ces deux formations, c'est 38 victoires partout et 33 matchs nuls. Donc pour moi, victoire de Stuttgart à domicile ou encore un petit match nul, mais en tout cas, le Werder ne l'emportera pas. Moi, je pense que je vois bien Stuttgart qui est sur une très bonne série. Werder, c'est un peu plus compliqué, donc même si le Werder, je pense, peut les accrocher, donc je dirais pareil, Stuttgart ou nul. On va quitter le championnat, la Bundesliga, pour se retrouver. Pardon? Non, On y reste. on y reste. Ich bin ein Berliner. Vous avez raison. On va refaire le mieux, justement. Vous avez raison. Oh, le derby de Berlin. Ben, là, moi j'ai envie de dire, le classement va me faire mentir. Moi je vois plutôt les Hertha dans une belle dynamique en ce moment. Voilà, ils enchaînent les victoires de rang. Les Leverkusen, c'est pas n'importe quelle équipe. L'Union est devant au classement, mais ça fait 3-4 matchs qui coincent. Ouais, plutôt, hein, ils ont avalé 5 buts, puis 2 buts. Bon, c'est pas non plus la séance sous risque en ce moment. Donc, pour autant, je vois quand même le Hertha grappiller des points et rejoindre un petit peu plus l'Union dans ce classement allemand. Ben oui, Berlin contre Berlin, ça nous rappelle les temps anciens. Allemagne de l'Ouest contre Allemagne de l'Est. Les films d'époque. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça va être deux équipes qui vont se retrouver l'une contre l'autre avec un football finalement assez quelconque. On peut dire ces équipes-là n'ont jamais vraiment brillé au plus haut niveau. Donc ça va être une bataille de rue, on va dire ça, qui pourrait arriver à un match nul logiquement, je pense. Ouais, match nul. À mon avis, c'est un derby. Ça va être compliqué qu'il y ait un match nul entre ces deux équipes-là. À Berlin, pour moi, enfin, en termes de classement, et Pascal le disait tout à l'heure, le patron, c'est l'Union qui, bon, même si qui est devant le Hertha, les hommes de Paul Dardai qui restent sur 2 victoires consécutives, il faut quand même dire que les deux formations se sont affrontées 5 fois. 5 petites fois, tout simplement. Le Hertha qui totalise 3 victoires contre une seule à son frère cadet, on peut dire ça comme ça. Il y a eu un match nul entre les deux équipes. L'Union qui a des rêves d'Europe, rêve que seule une victoire pourra, à mon avis, concrétiser. L'Union Berlin qui a été battue 5-2 par l'Eintracht de Francfort, qui était sur une belle série de 4 matchs sans défaite. Et à côté de ça, il y a le Hertha Berlin qui, bon, sur les 3 dernières rencontres, a gagné 2 fois, dont la dernière face à Leverkusen, belle victoire face à Leverkusen. Donc, victoire pour moi
tournoi de part et d'autre. Je vois bien le Hertha aussi. Ils viennent de battre 3-0, je crois, les Leverkusen. Et puis surtout, ils sont un peu dans la zone dangereuse. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 points 2 ou 3 points, je sais plus, sur la zone de relégation. Mais je trouve qu'il y a plus d'enjeux pour eux et ils sont dans une meilleure spirale en ce moment que l'Union. Donc je vois bien le Hertha aussi. Et je quittais précipitamment donc la Bundesliga pour la Première Ligue où ça va être un match très compliqué pour Fulham. Oui, très compliqué face à une équipe d'Aston Villa qui est relativement en forme. Hein. J'avais noté l'attaquant qui jouait un match national qui était très intéressant, Hodkins, en sélection, qui se débrouille bien, qui tient la barricade. Donc, moi, je vois bien une victoire d'Aston Villa. Et puis, voilà, vu le classement, on voit bien que Aston Villa est quand même vers le haut. Donc, il devrait confirmer et gagner ce match face à Fulham. Oui, bon, alors ça reste quand même assez compliqué à pronostiquer parce que c'est vrai que Fulham, c'est une équipe, encore une fois, c'est d'ailleurs Areola qui est gardien de but à Fulham, je crois, qui est une équipe qui prend pas beaucoup de buts mais qui n'en marque pas beaucoup non plus, on va dire ça. Et Aston Villa, effectivement, qui a eu des bons résultats dernièrement mais qui n'est pas forcément une équipe qui peut régulièrement arriver à battre des équipes comme Fulham. Donc, moi, je dirais encore une fois un match nul là-dessus parce que c'est très, très, très difficile de pronostiquer une victoire de l'un ou de l'autre. Pour moi, c'est sans doute le match le plus compliqué de la grille à pronostiquer. Ouais. Parce que Fulham est en difficulté, ils sont capables du meilleur comme du pire. Rappelez-vous contre Liverpool, ils ont sorti le gros match. Lemina quand même marqué. C'est Marseillais. C'est Marseillais. Avant le match aller, qu'ils ont perdu 3-1, Fulham restait sur une série de 3 victoires consécutives face à Aston Villa. Le 5 avril 2014, eh bien, c'est la date de la dernière victoire des côtés de Joz à Villa Park. Et là, on dit, qu'est-ce que vous allez me dire, qu'on n'est pas le 5 avril? Eh oui, on sera le 4 avril. Ça se rapproche. Eh bien là, je vois bien Fulham faire un coup. Et puis j'ai bien envie de voir cette équipe-là rester, puisque voilà des mecs qui se battent, on sent que ça mouille vraiment le maillot, du gardien jusqu'à la pointe avancée de l'équipe, ça mouille bien le maillot. Et ça, parfois, ça joue bien au ballon, quoi. C'est une belle équipe à voir, beaucoup d'engagement de la part de cette équipe-là. Donc je me dis que c'est possible. Alors, il faut savoir que au bilan des confrontations, Fulham, c'est 15 victoires, Aston Villa 16, et les deux équipes ont fait 15 fois match nul. Et si ce n'est pas équilibré, ça, messieurs, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que ce match-là mérite une couverture. Une équipe que vous connaissez par cœur. Exactement. Pour moi, c'est le genre de match vraiment impossible à pronostiquer en Angleterre. Ce genre de match, tout est possible. Surtout, ça peut finir 3-3, 4-3. Il y a des super joueurs offensifs dans ces équipes-là. Aston Villa, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a aussi El Ghazi qui est très très bon. C'est deux équipes qui jouent beaucoup vers l'avance, tout est possible. Donc franchement, pour moi, sur la grille, c'est le match où il ne faut pas prendre de risques. Si on peut mettre les trois, mettez les trois. La couverture complète pour Jean, le gardien de la solidarité scolaire, notre invité cette semaine. On va poursuivre avec ce championnat d'Angleterre. Et hélas, ce n'est vraiment pas la vie de château pour Newcastle qui reçoit Tottenham. Exactement, parce que voilà, on a les Vinicius, on a Lucas Moura, on a Gareth Bale et Harry Kane. Donc ce sont une belle équipe de Tottenham qui ne confirme pas à l'international ou en Coupe d'Europe, mais en tout cas, voilà, en championnat, on peut compter sur cette équipe qui a battu récemment Aston Villa, justement, qu'on a évoqué le match précédent. Donc c'est une équipe qui est encore bien placée qu'Aston Villa, Newcastle, qui est vraiment vers le bas du classement, victoire des joueurs de Tottenham face au Newcastle. C'est vrai que sur le papier, il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Tottenham a une force de frappe suffisamment performante. Pour et Kane qui revient, pas Kane, Bale qui revient. En plus, il fait une très belle passe. En plus, oui. Non, mais c'est une équipe Tottenham aujourd'hui qui a des arguments à faire valoir. Bon, apparemment, Newcastle aura beaucoup de mal, même s'ils jouent chez eux. Mais attention aussi à ce phénomène qu'on connaît bien en football, où on arrive en sous-estimant l'adversaire, en lui manquant de respect, et ce qui peut aboutir quelquefois à quelques surprises. Donc je dirais qu'en théorie, bien sûr, Tottenham est vainqueur de ce match, mais attention quand même
à une petite surprise de Newcastle qui pourrait faire un match vraiment de Champions League contre Tottenham qui serait peut-être un peu plus discret. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est compliqué pour Newcastle qui reste sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat. C'est vrai que c'est très compliqué pour cette équipe de Newcastle. En face, Tottenham a renoué avec le succès face à Aston Villa le week-end dernier, après 2 défaites face à Arsenal et au Dynamo de Zagreb en Coupe d'Europe, une élimination même d'ailleurs qui avait fait grand bruit en Coupe d'Europe. Tottenham reste sur une série de 3 matchs, de 3 succès, pardon, à Newcastle. Ça, c'est très bien pour les joueurs de Mourinho. Donc, ils arriveront en confiance. Les Spurs qui ont concédé le nul à l'aller à domicile et qui, dans l'histoire de ces confrontations, ont gagné 44 fois contre 37 à leur hôte du jour. Donc, les deux équipes ont fait 19 fois match nul. Ça aussi, ce sont des informations qu'il faut avoir. Et puis, Tottenham sait qu'ils ont aussi cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête puisqu'ils veulent jouer l'Europe et ils voient que Chelsea n'est qu'à 3 petits points d'eux. Donc ils n'ont plus de temps à perdre. Il faut absolument l'emporter pour Tottenham. Raison pour laquelle je vois Tottenham l'emporter. Ouais, c'est ça, surtout qu'ils veulent jouer plus que l'Europe, la Ligue des Champions surtout. Et je pense qu'ils n'ont plus trop droit à l'erreur, Tottenham. Parce qu'il y a West Ham devant aussi qui ne lâche pas. Au début, on pensait que ça allait pas durer et ça ne lâche pas. Donc pour moi, Tottenham est obligé de gagner ce match. Kane et Bale, ils sont en forme. Kane, c'est le meilleur buteur, je crois, de Première Ligue. Donc, je les vois bien gagner. Mais même si Newcastle aussi est un peu dans l'obligation par rapport au maintien, mais Tottenham, surtout pour Mourinho, ça serait une désillusion de pas jouer l'Europe cette année. Donc, un match comme ça, je les vois gagner. On va terminer avec ce championnat d'Angleterre dominé par les Mancuniens. Hein. C'est un championnat sous hégémonie mancunienne, mais c'est la moins bien classée des deux qui nous intéresse ce soir. C'est Man U qui reçoit Brighton. Brighton et Man U, c'est vrai, là aussi, un déséquilibre dans l'opposition entre le deuxième et le sixième. Alors, on dirait, si on est joueur, voilà, est-ce qu'il ne faut pas mettre une petite pastille sur Brighton? Allez, parce que la logique voudrait que Manchester aussi, là, le deuxième, puisse titiller, encore continuer à titiller Manchester City, continuer donc à jouer la gagne du championnat. Mais on peut des fois, je trouve que des fois, Manchester nous étonne parce que peut-être des fois, elle se laisse flouer par le niveau de l'équipe qui est en face et ne relève pas son niveau de jeu. Donc, je mets quand même une victoire de Manchester, mais on ne sait jamais. Brighton peut, à la force d'un compte fulgurant, gagner ce match. Hein. Oui, Se faire plaisir. Je rejoins assez mon ami Pascal, mais c'est vrai que Brighton sort de quelques bons résultats ces dernières semaines. C'est une équipe qui joue son petit football. Et c'est vrai que Man U a tendance quelquefois à se prendre pour le roi qu'il était à une époque, mais qui n'est plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont très bien aboutis, et puis d'autres qui sont un peu moins, où il y a des défaites incroyables qui ne sont pas prévues du tout et qui font que le parieur est un peu déboussolé. Donc oui, je vais quand même pronostiquer Manchester, mais encore une fois, Brighton peut l'empêcher de tourner en rond, comme on dit, sur ce match. C'est vrai que Brighton reste sur une série de 2 victoires consécutives, mais en face, on a quand même une machine qui, même si des fois il y a quelques grincements, voilà, ça ripe un petit peu. Mais Manchester n'a plus perdu en championnat, messieurs, depuis le 27 janvier dernier. Donc ça fait une belle série pour les Mancuniens, donc en championnat, je dis bien. Donc a priori, les signaux sont ouverts pour les Red Devils. 5 victoires consécutives pour United, en plus face à Brighton. Bon, voilà, Brighton qui n'a gagné les Red Devils qu'à 3 petites reprises en 22 rencontres. Et jamais à Old Trafford. Pas une seule victoire de Brighton à Old Trafford, raison pour laquelle, face à ce bilan famélique, je ne peux que pronostiquer la victoire de Man U. Sur ce match, je vois bien une petite surprise. Pas forcément la victoire de Brighton, mais peut-être au moins un nul. Brighton, devant, c'est une bonne équipe avec le français Neil Maupay qui est pas mal, l'ancien niçois, il plante beaucoup. Donc ça peut être un bon match. Surtout que après Manchester, il faut plus regarder derrière que devant. City a 14 points d'avance. Donc voilà, il y a Leicester qui est juste derrière. Mais bon, je pense que Brighton peut les accrocher. Je vois bien une surprise. Moi, Man U, je suis pas fan de cette équipe. Je parle dans le jeu et tout. Je trouve pas, même derrière Maguire et tout, je trouve que c'est lent. C'est pas terrible. Maintenant, il faut une bonne saison cette année. Donc, mais je vois quand même un petit nul sur ce match.
Très bien, on va récapituler pour vous tout à l'heure toutes ces infos dans la synthèse que nous allons vous proposer. Bien évidemment, vous êtes libre de composer votre grille avec les informations qu'on vous a données ce soir. Mais on va quand même vous proposer une grille, une synthèse. Alors si vous nous faites le plaisir de la jouer, nous espérons fortement faire de vous le gagnant ou l'un des gagnants de ce pactole de 500 000 euros, à condition de valider votre bulletin dimanche avant 8h55. La parole à la défense. Dans un instant, le client de Maître Bon, c'est le Qatar. Maître, votre client, le Qatar, organisateur du prochain mondial, est accusé de traite humaine et de corruption. Oui, Woody. Et quelques instants, puisque c'était le 1er avril, je me suis dit, est-ce que je défendais cet après-midi, ce soir même, Bernard Tapie ou bien le Qatar. Plusieurs éléments. 2 accusations, bien évidemment, sur la traite humaine. Donc, vous parlez en creux du sort des ouvriers qui ont œuvré sur le plan humain, sur la réalisation de ces fabuleux stades. Hein. Nous sommes au 4e stade climatisé, donc innovation majeure. Et vous m'accusez également de corruption. Alors, le mondial, c'est en quelle année? 2022. OK, l'attribution, c'est en quelle année? 2010. Donc, mon argument, ça sera d'abord déjà la prescription. Vous venez, ça fait plus de 10 ans. 10 ans. S'il fallait faire appel, s'il fallait réviser, s'il fallait protester, pourquoi attendre 2019 pour les premières investigations sur la corruption des pots de vin et maintenant, on découvre au détour d'un petit reportage du Guardian qu'il y a peut-être 6500 ouvriers qui ont perdu la vue. Alors, sérieusement, à mon sens, les charges sont lourdes et peut-être circonstanciées, peut-être un choc de culture. Peut-être que aussi on ne sait pas faire face à la fois un pays qui est homme d'affaires et pays. Alors je dis peut-être que déjà on se trompe de client. Est-ce qu'il ne faut pas accuser la FIFA ou les pays si certains doivent œuvrer pour pouvoir améliorer les choses, peut-être sur le plan des droits humains chez moi en tant que pays, passer par la case. Le gouvernement français, Macron, ou qui vous voulez, ou bien la FIFA qui organise et qui m'attribue. Une fois que les 10 ans passés, c'est trop tard, Sur la corruption, pareil, je suis à la fois un pays d'homme d'affaires. Je ferai quand même un clin d'œil. Si j'avais géré les droits de foot différemment que Mediasport, les Espagnols, ils sont moins bons que moi. Ça serait mieux si Bien, ça se passait bien quand même. Ça se passait mieux quand même. Je sais faire. Il y a des choses que je sais faire. Alors, je peux entendre les difficultés. Je l'ai dit, il y a des innovations. On a un pays qui est nouveau dans le concert du football. Et il va falloir qu'on puisse faire nos preuves sur capacité à réaliser. Parce que tout le monde nous donnait perdant. À 1 an, c'est une prouesse déjà d'avoir réalisé 4 stades climatisés, innovation majeure. Et oui, il y a de la casse. Alors, mais évidemment, puisque je veux rester ouvert, je peux entendre me dire, au lieu de me donner des leçons et de m'accuser, venez avec moi et donnez-moi des leçons en termes d'hygiène et de sécurité, qu'on m'aide à mieux traiter les travailleurs, qu'on m'accompagne. Et je l'ai dit, attention, j'entends aussi qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur sportif, on sort, toutes les associations sortent leur petit étendard, droits de l'homme, droits humains. J'ai envie de dire, quid de la Coupe du Monde au Brésil? C'est pas un pays qui est connu pour bien traiter un petit peu. Il y a eu le Brésil gagnant, le Brésil favelas derrière, qui a la traîne jusqu'à présent, on peut le voir. En Russie, que de la Russie? J'ai envie de dire, je ne sais pas si Ronny était là-bas, mais en tout cas, voici une Coupe du Monde qui s'est déroulée dans un contexte global de terrorisme. Et pendant cette Coupe du Monde, on se sentait totalement en sécurité dans les rues de ce pays. Alors peut-être que des fois, certains pays qui ont un certain soupçon de totalitarisme, en tout cas d'autoritarisme, ça se passe bien au niveau de sécurité. Donc il faut trouver le juste curseur entre la sécurité et la liberté. Mais en tout cas, il faisait bon vivre cette Coupe du Monde en Russie. Donc c'est vrai. Donc je peux entendre aussi, et j'en finirai par là, qu'on puisse profiter de cette coupe chez moi pour pouvoir faire avancer de manière générale sur des thèmes qui concernent mon pays et d'autres pays, des avancées sur les droits humains. C'est le lot de tous les événements sportifs majeurs. On ressort chaque fois. Donc je suis prêt à accueillir ces événements, mais qu'on ne vienne pas m'accuser
de pouvoir susciter, voilà, que ça me fasse plaisir. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis un pays, un homme d'affaires, donc je fais que le mieux disant, mais je suis prêt à entendre et je suis prêt à faire la promotion en 2022 de tout ce qui ne va pas sur Terre. Je me retourne vers le jury. Moi, je ne peux que souscrire. Je suis d'accord. Bon. Jean. Magnifique. Voilà. Merci maître. On se retrouve la semaine prochaine dans La Parole à la Défense pour un autre client. Mais une belle petite idée derrière la tête, mais enfin bon. Et puisqu'entre-temps, on aura connu le match aller, n'est-ce pas? On aura connu le match aller des quarts de finale entre le Bayern et le PSG. On vous offre de suite sur votre téléviseur notre synthèse au terme de cette feuille de match qui s'achève. Validez votre grille, je vous l'ai dit, dimanche avant 8h55 si vous voulez avoir une chance de gagner tout ou partie de la cagnotte. Pour le match numéro 1 entre Marseille et Dijon, nous vous proposons le 1. Nîmes-Saint-Étienne, 2. Bordeaux-Strasbourg, 1 et 2. Nantes-Nice, 1 et N. Reims-Rennes, N2. Lorient-Brest, N. FC Séville, Atlético Madrid, 2. Cadix, FC Valence, 2. Elche, Betis de Séville, 2. Stuttgart, Werder de Brême, 1. Union Berlin, Hertha Berlin, 1 et 2. Aston Villa, Fulham, 1, N2. Newcastle, Tottenham, N2. Man U, Brighton, 1. On vous la laisse quelques instants à l'écran pour la mémoriser, pour faire des captures d'écran et tenter votre chance. Vous pouvez composer votre grille à la faveur des informations que nous vous avons données, mais vous pouvez également suivre notre grille. Je l'ai déjà dit, on a déjà réalisé le score parfait ici. On l'a déjà fait. Donc, on va tenter de le refaire une nouvelle fois. Et pourquoi pas cette fois avec un pactole de 500 000 euros. Maître Pascal Bon, merci. À la semaine prochaine. Ben merci, et puis un petit clin d'œil donc aux amis du dimanche de Baïf pour le cateau dominical. Je serai là dimanche. Bon, soyez prudents ce week-end Pascal. Merci Patrice. Merci, heureux d'avoir été avec vous. Merci à vous également, Ron Libéral. On se retrouve jeudi prochain avec la qualification déjà en poche. Et le 11, c'est le PSG. Pour ceux qui ne le savent pas, je traduis. Le 11, c'est le PSG. Jean. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Vous allez retrouver le terrain? On a un match samedi contre Jeunesse Évolution en coupe. Ouais. En coupe. Vous savez que je fais des abîmes. Ah, bon. C'est aux abîmes le match. J'ai huis clos malheureusement. Ouais, huis clos, c'est vrai. J'ai évolué également à la solidarité scolaire avec de grands noms aussi, comme José Guédu, Hugues Sylvestre, Rodrigue Sangrado. Alors à l'époque, l'entraîneur c'était Pierre Elisabeth. Ronny Clarion, ça c'est un sacré attaquant. Ah, Ronny Clarion. Exceptionnel. En tout cas, vous qui êtes sur les terrains ce week-end, bonne chance à vous. Malheureusement, on vous l'a dit, chez nous, le sport est à huis clos et bonne saison, bonne fin de saison, bonne saison prochaine. Merci beaucoup. Vous allez rester à l'ASS? Ouais, je vais rester. C'est dans l'ADN du club. En tout cas, tant que je serai en Guadeloupe, ça sera toujours l'ASS. J'ai été formé là-bas. Ouais, et puis, je ne sais pas si ce sont vos parents ou vos cousins ou vos oncles, mais à un moment donné, la grande époque de l'ASS, avec Feu Jaricache. Ah oui, c'était les patrons de l'ASS et là, je peux vous dire qu'on était plutôt bien. Un grand big up à Philippe Copette qui œuvre à l'ASS et qui dynamise ce club. Ouais, mon ami clair, Philippe Copette, oui. Qui est un bon président. Oui. Voilà. Cela dit, ce ne sera pas une partie de plaisir samedi, puisque la jeunesse évolution, c'est sûr. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment en Guadeloupe en termes de jeu. En même temps, pour nous, ça motivant. C'est le seul titre en vrai qui nous reste qu'on peut gagner, parce que le championnat, ça va être très compliqué. Donc la Coupe de la Guadeloupe, c'est très bien. Plus important. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Soyez prudents à l'occasion de ce week-end pascal. Gardez vos distances, soyez prudents avec ce virus. Et puis moi, j'espère vous retrouver tous en pleine forme sur ce plateau la semaine prochaine. Merci à la technique. Très belle fin de soirée sur notre antenne.